Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine dont va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de la réforme de l'ISF. Emmanuel Macron n'a semble-t-il pas du tout l'intention d'y revenir. En revanche, il promet une évaluation objective et des modifications si besoin. Mais le Sénat n'attendra pas jusque-là. Il a lancé sa propre évaluation extérieure au comité d'experts nommé par Matignon. Peut-être une nouvelle épine dans le pied de l'exécutif, donc ISF ou la réforme impossible, hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Anthony Bélanger à Marc Semo. Nous reviendrons sur l'Ukraine qui élit à son tour un nouveau en politique. Volodymyr Zelensky, 41 ans, comédien, il sort vainqueur avec plus de 73% des voix. Sommes-nous entrés dans une ère de dégagisme mondial? Analyse et débat dans 10 minutes. Et puis l'actualité, c'est aussi ce nouveau cap franchi par les Gilets jaunes. Ultra jaune, disent certains. Le suicidez-vous lancé aux policiers passe mal. Le mouvement a-t-il encore muté? Nous poserons la question au sociologue Jean-François Madieu. Il est notre invité ce soir dans l'entretien. D'abord, retour sur cet acte 23 avec Jonathan Dupriez. La scène se passe samedi dernier à Paris, place de la République. Face aux forces de l'ordre, un groupe de gilets jaunes entonne le même slogan. Un message particulièrement violent, dénoncé par certaines figures des gilets jaunes, comme Jérôme Rodriguez. Mais pour les autorités, un nouveau degré de violence a été atteint. Les propos entendus place de la République samedi contre nos forces de l'ordre sont pitoyables et abjects. Rien ne les justifie. Ce sont ces mêmes policiers qui luttent contre la délinquance ou le terrorisme. Tout est mis en œuvre pour identifier et sanctionner ces individus. À la demande des syndicats policiers, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour outrage. Mais pour certains sénateurs, l'incitation au suicide devrait être plus sévèrement punie. L'appel au suicide est clairement déterminé par le code pénal. Il est punissable d'une peine maximum de 3 ans et de 45 000 € d'amende. Un certain nombre d'entre eux étaient à visage découvert, donc on ne devrait pas avoir trop de mal à les retrouver. Et j'espère bien qu'ils seront déférés devant les tribunaux. Cette polémique intervient dans un contexte particulier. Au 23e samedi de mobilisation, les forces de l'ordre sont à bout. Et depuis le début de l'année, 28 suicides ont été recensés dans leur rang. Il faut aujourd'hui que le flic puisse retrouver une vie normale, ce qu'il n'a plus. Et il faut que le flic puisse retrouver un sens à ce qui est un métier fait d'abnégation, de disponibilité, le métier de flic. Aujourd'hui, le flic n'a plus de sens dans son métier. C'est ça le problème chez nous. Si la police dénonce une haine anti-flic, les Gilets jaunes parlent d'une escalade dans les violences policières. Pas de répression, seulement une réponse aux attaques, rétorque la place Beauvau. Et on va aller plus loin dans l'entretien avec notre invité ce soir, Jean-François Madieu. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes sociologue et spécialiste des relations sociales. Chaque samedi, quasiment, on a le sentiment qu'un nouveau cap est franchi par les Gilets jaunes. Ce week-end, ce qui a marqué les esprits, on l'a vu, c'est ce suicidez-vous adressé aux policiers. Est-ce que ça montre pour vous une certaine radicalisation du mouvement, une de plus? Oui, comme vous dites, une de plus, parce que ça fait déjà pas mal de samedis que depuis au moins le 16 mars, même un peu avant, qu'on a observé clairement que ceux qui restent dans les défilés, pour une part, sont ce qu'on appelle des ultra-jaunes maintenant, radicalisés. Car même en l'absence je dirais, de militants d'ultra-gauche ou de Black Bloc, qui n'étaient pas présents d'ailleurs samedi, ou très peu, en fait, il y a bien une radicalisation. Je reprends l'expression ultra-jaune que vous venez d'employer. Oui. Vous la reprenez à votre compte? Oui, parce que c'est ce que certains disent. Oui, je pense que c'est assez juste. En effet, on l'a noté depuis le mois de février. On sait très très bien que certains gilets jaunes sont plus déterminés. Il y a plusieurs explications qui permettent de le comprendre, mais il est certain qu'il y a une proportion plus importante aujourd'hui dans les 27 à 30 000 personnes qui restent les samedis. Si on met de côté tous ceux qui sont, c'est important les samedis, pacifiques, mais qui vont être les militants de la France Insoumise, de la CGT, de Sud, de Solidaire, ceux du NPA, etc. Donc ça fait quand même du monde, mais ceux-là ne sont pas radicalisés. Il reste toujours quelques manifestants classiques dits gilets jaunes. Puis il y a bien des radicalisés. Alors, et effectivement, ils sont une proportion finalement plus importante qu'avant. Je parlais de mutation, d'introduction. Est-ce que vous verriez vous aussi que le mouvement a muté depuis le 17 novembre ?
Oui, bah c'est certain. Quand vous avez 300 000 personnes au départ, c'est à peu près tout le monde. Donc il y a eu effectivement, à la faveur de cette baisse des taux de participation, effectivement, les samedis, c'est plus tout à fait ni la France des ronds-points, les gilets jaunes des ronds-points. C'est effectivement des individus, sans doute toujours un peu les mêmes. Alors la mutation, une fois de plus, ça s'est faite aussi par ajout. C'est quand même important, d'autres types de militants d'organisations syndicales ou politiques qui font quand même masse, il faut le dire aujourd'hui les samedis, et puis ceux qui sont vraiment les plus déterminés, qui sont effectivement dorénavant peu nombreux. Et c'est vrai que cette mutation, elle s'est clairement produite avec une orientation plus à gauche qu'on ne le trouvait au départ dans le mouvement, c'est très clair. Qu'est-ce qui arrêtera ce mouvement, selon vous? C'est vraiment la question qui se pose en ce moment. Je dois vous dire que pour savoir comment d'habitude on arrive à stopper les mouvements plus classiques. Dans les relations sociales, typiquement, on sait comment faire. Il y a des partenaires, il y a des représentants. D'ailleurs, très souvent, dans les mouvements, il y a des représentants. C'est assez facile à arrêter. Enfin, il suffit de les rassembler, de négocier. On rassemble les gens, ils sont représentatifs plus ou moins. C'est toujours un peu compliqué, mais enfin, on arrive à s'en sortir. Là, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'il faudrait? Une élection, une présidentielle? En fait, effectivement, vous savez que la question a été posée depuis longtemps de la dissolution. Il est vrai qu'un des facteurs déclenchants de la crise, il faut quand même le rappeler, du mois de novembre, c'était le fait qu'il n'y avait pas d'élection, pas à mi-mandat, puisque c'était moins que ça, mais il n'y avait pas d'élection de nature à redonner une légitimité à l'exécutif qui en manque un petit peu, compte tenu du contexte de l'élection présidentielle. Donc il manquait peut-être ce moment-là d'expression. Et c'est vrai que même si beaucoup de gilets jaunes peuvent contester les mécanismes de la démocratie représentative, en attendant, c'est vrai que c'était une voie possible. Et c'est pour ça que certains, effectivement, l'ont préconisé, ou des élus. Maintenant, on n'en est pas là, ce ne sera pas le cas. Donc, c'est vrai que du coup, ça paraît difficile à imaginer. Alors, la voie de sortie, probablement, c'est que les organisations syndicales et politiques, surtout syndicales, qui étaient dans le mouvement, peuvent peut-être en sortir, déjà, ce qui diminuera la participation. Ensuite, quelques annonces et le temps peuvent également désespérer ou faire qu'à nouveau les taux de participation baissent. Mais c'est vrai qu'on se demande comment arriver à éliminer totalement ces rendez-vous, parce que ça peut durer en effet très longtemps. Alors, il y a quand même un autre facteur, peut-être il faut quand même ajouter un autre point, parce qu'il y a une politique qui a été menée depuis de nombreux mois, qui a été accentuée depuis maintenant 2-3 semaines. C'est quand même, il ne faut pas le sous-estimer, le fait que le mouvement commence à coûter cher, pas tellement financièrement encore que oui, mais il peut y avoir des amendes. Il y a surtout beaucoup de contrôles préventifs, d'interpellations, il y a des mises en examen. Il y a, si vous voulez, une politique de maintien de l'ordre, une répression, pour employer ce vocabulaire. Mais c'est vrai que cette politique répressive, et ça c'est un grand classique, mais elle finit quand même par concerner pas mal de monde. Et in fine, ça finit par, on l'a bien vu à chaque fois, à essouffler le mouvement. Et il y a quand même des conséquences. Et c'est vrai qu'on en revient, parce que dans ce mouvement, on en revient à quelque chose qui est bien connu depuis la nuit des temps. On faisait la même chose au 19e siècle. Finalement, là on ne tire pas dans la foule, mais au fond, cette politique répressive, elle a quand même pour effet de faire diminuer les taux de participation in fine. Je voudrais qu'on s'arrête sur ce sondage IFOP pour Atlantico réalisé fin mars. Le même a été réalisé dans plusieurs pays européens. À la question, pour changer la situation, vaut-il mieux une révolution ou un programme de réforme? En majorité, les sondés veulent des réformes. Mais regardez ces chiffres quand même. 39% des Français interrogés se prononcent pour une révolution, 28% des Italiens, 20% des Allemands, 13% des Espagnols. Les Français sont en tête de liste pour parler de révolution. Qu'est-ce que ça dit du peuple français? Les Français aiment les révolutions? Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs points. D'une part, les Français, plus que dans les autres pays européens, déjà dans les sondages du mois de novembre, dans des sondages de comparaison internationale, souhaitaient un changement complet du système. Alors après, la question, comment on change ce système? Est-ce que c'est par de grandes réformes ou bien est-ce que c'est pas la révolution? Les Français apprécient les processus révolutionnaires. J'ajoute même des processus révolutionnaires qui peuvent supposer que ce soit violent. Et on a l'habitude, effectivement, on fait souvent référence à la Révolution française, mais effectivement, il y a un idéal révolutionnaire. Au fond, le résultat de la Révolution est heureux.
c'est ce qu'on apprend aux jeunes enfants. Certes, il n'y a pas eu que des épisodes pacifiques, loin s'en faut, pendant la Révolution, mais finalement, c'est ce qui se passe. Et quand vous regardez les grands épisodes français, les avancées sociales, c'est à coup non seulement de conflits, mais aussi de barricades. Et puis, ça reste dans l'esprit français. Bien sûr, ça reste dans l'esprit français. C'est le primat du conflit sur la culture de négociation. Le fait qu'une acceptation d'une certaine dose de violence. Alors là, c'est à un moindre degré, parce que 85% des Français avaient désapprouvé, par exemple, le 16 mars, le saccage de l'avenue des Champs-Élysées. Mais révolutionnaire à 39%, oui. Et il faut ajouter un point plus important, c'est que dans tous ces sondages, il faut regarder par tranche d'âge et CSP. Et c'est là qu'on s'aperçoit que plus de 60% des ouvriers et des employés, les CSP-, vont être favorables à des processus révolutionnaires. Ça va aussi beaucoup concerner la population aujourd'hui très sensible que vont être les quinquas, les quinquagénaires, la tranche 40-60. Évidemment, les retraités sont beaucoup moins révolutionnaires. Donc ça, c'est un point qui est toujours... Et en quelques secondes, des révolutionnaires dans les urnes, ça donne quoi? Des votes pour les extrêmes? Les révolutionnaires, ceux-là, ils s'abstiennent, beaucoup. Une partie d'entre eux sont à la France Insoumise et les autres au Rassemblement National. Mais beaucoup sont dans l'abstention, vous le savez, le vote blanc est nul. Et c'est important dans la société aujourd'hui. Merci infiniment Jean-François Amadieu pour votre éclairage ce soir sur ce mouvement qui ne cesse d'évoluer. Sociologue, spécialiste des relations sociales, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. OVPL continue avec le match des idées. Il va opposer dans un instant Marc Semo à Anthony Bélanger. On va revenir sur cette élection surprise d'un comédien à la présidence de l'Ukraine. Au-delà de son cas personnel, son triomphe dans les urnes pose pas mal de questions sur les attentes des peuples. Il semble vouloir des visages nouveaux, des profils atypiques, tout sauf des politiques. Faut-il alors parler d'une ère du dégagisme mondial? On va se poser la question avec nos invités. D'abord le sujet d'Adrien Develay. Il passe des plateaux télé à la scène politique. Samedi, l'ancien comédien Volodymyr Zelensky est élu à la présidence de l'Ukraine. Je vous promets que je ne vous laisserai jamais tomber. Clin d'œil du destin, c'est en interprétant le rôle d'un président qu'il se fait connaître à la télévision. Parfait novice en politique, il sort le président en exercice Porochenko avec une facilité déconcertante, récoltant 73% des suffrages. L'Ukraine n'est pas le premier pays à avoir un ancien comédien devenu responsable politique. Il y a 4 ans, le Guatemala élisait Jimmy Morales, un autre humoriste rendu célèbre à la télévision par ses caricatures du pouvoir en place. En 2009, l'Europe et le monde découvraient déjà le grandiloquent comédien Beppe Grillo, fondateur du mouvement 5 étoiles, parti politique aujourd'hui au pouvoir en Italie. Ces étranges destins sont révélateurs de l'envie de renouveau qui traverse beaucoup de pays. Des humoristes deviennent hommes d'État, mais aussi des sportifs. Lorsque l'ancien ballon d'or George Weah est élu président du Libéria l'année dernière, beaucoup espèrent avec lui la fin de l'instabilité politique. Autre idole de son peuple, le Pakistanais et ancien champion de cricket Imran Khan accède en 2018 aux plus hautes fonctions de son pays. Et même les vieilles démocraties succombent au charme du monde du spectacle. Les États-Unis ont à plusieurs reprises élu d'anciennes célébrités pour responsables politiques. L'acteur Ronald Reagan en président, Mister Univers Arnold Schwarzenegger en gouverneur de Californie. You look like a monster. Et bien sûr l'actuel locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, ancien animateur de télé-réalité et propriétaire des concours Miss Univers. All four are fired. Derrière ces accessions surprenantes, la même raison, le dégagisme et l'envie de renouveau politique. Ce sont ces mêmes sentiments qui, en 2017, conduisent Emmanuel Macron à la présidence française. Et avec nous sur ce thème pour le match des idées ce soir, Anthony Bélanger, bonsoir, journaliste spécialiste des questions internationales, chroniqueur à France Inter, et Marc Semo, bonsoir, journaliste en charge de la diplomatie pour le journal Le Monde. Est-ce que pour vous, cette élection en Ukraine, c'est la suite assez logique d'un phénomène de dégagisme mondial, Anthony Bélanger? Ou Marc Semo, allez-y. Oui, en partie, mais il y a quelque chose de plus. Bon, c'est un comédien, il y en a eu d'autres, on en parlait il y a 2 secondes, Beppe Grillo, etc. Là, c'est simplement son spectacle, qui fait depuis des années, Sluga Naroda, servir le peuple, qui devient réalité. Parce que son histoire, c'était un petit professeur d'histoire qui, par accident, devient président de la République et fait le grand nettoyage. Pour vous, ça donne quelque chose de plus? Alors donc là, on est dans une situation totalement inédite où un spectacle
devient le réel. Mais ça veut dire que Et- les électeurs ont confondu le fictif et la réalité? on sait que les électeurs ont voté contre. Hein, on voit d'ailleurs le contre, quoi ils ont voté, c'est-à-dire contre la pauvreté, contre la corruption, contre l'enlisement du conflit dans l'est de l'Ukraine, etc. On voit mal pourquoi ils ont voté, mais en même temps qu'il fait un populisme, genre sortez les sortants, etc., Volodymyr Zelensky, en même temps, a un côté très sympathique. Il exprime aussi des choses assez profondes, par exemple l'ukrainisation forcenée au niveau culturel dont avait été porteur le président sortant Petro Poroshenko, qui par ailleurs était un oligarque. Beaucoup d'Ukrainiens, notamment dans le centre et surtout à l'Est, en avaient assez. Donc voilà, donc il a cristallisé quelque chose. Bon, on verra ce que ça va donner. Il n'a pas de majorité. C'est pas sûr qu'il en obtienne à la Chambre. Pas vraiment de programme, pas vraiment Voilà, il n'a d'équipe, pas vraiment de programme. On ne sait pas avec qui il va gouverner. Mais finalement, disons, les Ukrainiens ont voulu tourner la page. Il joue bien le rôle, quoi. Oui, je veux bien. Ce qui est vrai, ce qui est fascinant, c'est d'avoir élu le président de la télévision. Ça, c'est vrai que c'est drôle. Ça laisse des abîmes de commentaires à tous les psychos. C'est drôle ou inquiétant, hein. En l'occurrence, pour l'instant, 73% des Ukrainiens sont exprimés. Alors, première chose à souligner, c'est une élection libre et librement consentie, librement exercée. Et M. Poroshenko n'a pas mis 2 minutes avant d'expliquer qu'il avait perdu, qu'il continue la politique, ce qui est bien de son droit, mais qu'il quittait le pouvoir. Ce qui est d'ailleurs une très bonne chose. Ce qui a suscité pas mal d'envie du côté de Moscou, il faut bien le dire aussi, où on a suivi à la fois le débat un peu baroque, il faut le dire, le débat entre les deux hommes, mais aussi l'ensemble de la campagne électorale avec ses 39 candidats, avec l'irruption de M. Zelensky, le président de la télé, à la tête des sondages et du pays maintenant aujourd'hui, avec une certaine envie pour une raison très simple, c'est qu'évidemment la Russie tout entière est privée de ce genre de débat. Donc on voit bien que le petit frère ukrainien de ce genre de débat politique, quand il s'agit d'élire un président. C'est sur une certaine envie. Là-dessus, je suis un peu plus perplexe. Oui, enfin en tout cas, c'est ce qui a pu être exprimé dans la presse, dans les seuls journaux à peu près libres encore sous surveillance en Russie, c'est-à-dire des journaux comme Novaya Gazeta ou d'autres. Donc il y a ce premier point-là, il faut le souligner, c'est important. Ce qui signifie clairement que l'Ukraine se place et continue de se placer dans le camp des démocraties modernes et de l'Europe. C'est-à-dire que l'accord d'association avec l'Union européenne est plutôt un succès de ce point de vue. Il y a des investissements qui ont été faits en Ukraine, personne ne doute plus de ce côté-ci de l'Europe de l'Est qu'il faut s'associer à l'Europe pour assurer sa prospérité. Je rappelle que dans tous les pays européens de l'Est, l'Europe a quand même obtenu ce résultat incroyable d'avoir souvent doublé, la croissance, voire triplé le PIB qu'ils avaient au départ. Sauf que le problème, c'est que les rapports de Volodymyr Zelensky et de la Russie ne sont pas très clairs. C'est là que les choses se compliquent. Et une des choses qui a pénalisé sa campagne, c'est que sur le concret, il faut quand même voir les choses en face. Il y a une partie de l'Ukraine qui a été annexée par la force par la Russie, la Crimée, le seul cas d'une annexion par la force d'un territoire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a toute une partie de l'Est, Donbass, qui est occupée par des rebelles soutenus par Moscou. Donc c'est un pays en guerre, c'est un pays amputé. Et là-dessus, Volodymyr Zelensky est resté extrêmement ambigu. Il a tendu la main juste après son attendez, élection. et c'est là que les problèmes aussi commencent. C'est que lui-même est à moitié russe. Oui. Il parle d'ailleurs plus facilement ou plus volontiers le russe que l'ukrainien, ce qui fait dire qu'il a eu beaucoup d'écho effectivement de l'autre côté de la frontière. Et disons, les hommes qui le soutiennent, notamment un des plus puissants oligarques du pays, Igor Kolomoïski, disons, était quand même dans des relations plus ou moins ambivalentes avec Moscou, donc on ne sait pas très bien ce qu'il en est, mais disons que tout cet aspect est peut-être l'aspect le plus sombre de Zelensky, et ce qu'on espère, c'est qu'il va dissiper ce brouillard assez vite. Alors ça, et le fait qu'il ait été reçu il y a quelques jours, avant même son élection, le résultat de son élection par l'Élysée, pour essayer de s'assurer un petit peu de ses fidélités, ça, le fait qu'il ait dit aussi qu'il ne remettrait pas en cause l'accord d'association avec l'Union européenne, il serait bien stupide de le faire d'ailleurs, puisqu'encore une fois, ça représente de la croissance et des investissements pour son pays. Ça, et le fait que malgré tout, il a soutenu à l'époque la révolution de Maïdan, on le sait, ça fait partie de ces... Pardonnez-moi, si on sort un peu de ce cas ukrainien, le journaliste Frédéric Saïs a parlé de l'ère de la table rase. Et je le cite, « Curieuse époque qui s'entiche de personnages dont la qualité principale est de ne jamais avoir fait de politique. » Qu'est-ce que ça vous inspire? Les peuples font un pari sur les visages nouveaux? Il y a une vraie révolution par les urnes dans les démocraties et dans les
pays à classe moyenne importante et qui se reconnaissent dans la démocratie représentative. Il y a une vraie révolution par les urnes, ça c'est clair, et à travers le monde. Tout sauf du politique. C'est tout C'est sauf surtout les élites. sortez les sortants. C'est tout sauf les élites qui se sont effectivement, dans beaucoup de pays en voie de développement ou développés, ou en cours de développement, notamment en Amérique latine, mais aussi en Europe de l'Est, se sont pendant des années attribué les prébendes et alimenté la corruption. C'est le cas en Ukraine. On n'a pas voté on n'a pas voté pour quelqu'un qui éventuellement avait une position affirmée sur la Russie ou sur l'Union européenne. On a voté contre ces oligarques. Et donc on a voté pour ce qu'il y avait de plus séduisant. On a voté surtout pour quelqu'un dont on s'est assuré qu'il n'avait qu'il avait le moins de lien possible avec l'élite sortante. Et par ailleurs, quelqu'un qu'on connaît, qui nous est familier. Et enfin, quelqu'un dont on peut vérifier aussi le CV. Parce que malgré ce qu'on a pu dire, c'est un inconnu pour nous, mais c'est pas un inconnu. Alors je sais bien que, effectivement, les Ukrainiens le voyaient au quotidien à la télévision, mais par ailleurs, son CV est assez connu. Ça fait une dizaine d'années qu'il a à la fois accompagné sa carrière de comique ou d'acteur, et bien de prise de position publique. C'est un peu comme quand on avait, vous vous souvenez, quand Trump avait été élu, on avait l'impression en France de voir débarquer une espèce de comique troupier à la Maison-Blanche. Or, les Américains, au fond, avaient été habitués pendant presque 15 ans à Donald Trump, après ses prises de position. Il y a une espèce, la télévision, ça a aussi ce côté mise en évidence pendant des années durant de personnages Marc Semo, et après on passe au deuxième thème. Non, mais le propre de ces personnages, effectivement, c'est de tout d'un coup de devenir réalité, mais c'est aussi quelque chose qui parfois ne dure pas très longtemps. Et on le voit, par exemple, de ce point de vue-là, le laboratoire italien est fascinant, avec le mouvement 5 étoiles, qui est en train de se fracasser sur la gestion du pouvoir. Et d'une certaine façon, on voit là un retour, on le voit en Italie, mais on le voit aussi en Espagne. On parlait énormément, alors là, il ne s'agissait pas de comiques ou de comédiens, mais c'était Podemos, Ciudadanos à droite, Podemos à gauche, et nouvelles formations politiques, on voit qu'elles se tassent, et il y a un retour des formations traditionnelles. Donc, ce retour de bâton n'est quand même pas du tout exclu. En Espagne, je suis moins prudent que vous. Deuxième thème de ce match ce soir, ce nouveau coup porté à l'Iran par Donald Trump. Le président américain poursuit sa campagne de pression sur Téhéran. Il annonce des sanctions contre tout pays qui continuerait à acheter du pétrole iranien. Concrètement, les États-Unis vont priver l'Iran de sa source principale de revenus. C'est le chef de la diplomatie, Mike Pompeo, qui s'est chargé de l'annonce. Écoutez. Le but reste simple, priver le régime hors la loi des fonds qu'il utilisait pour stabiliser le Moyen-Orient pendant 4 décennies et encourager l'Iran à se comporter comme un pays normal. Près de 40% des revenus du régime proviennent des ventes du pétrole. C'est la source numéro 1 d'argent pour le régime. Avant l'application des sanctions, l'Iran générait 50 milliards de dollars par an en revenus pétroliers. Marc Semo, comment faut-il interpréter cet acte des États-Unis ? Les États-Unis, Donald Trump, plus que les États-Unis, est cohérent avec ce qu'il veut, avec ce qu'il fait. Il veut complètement étouffer l'Iran. Il pense qu'en étouffant l'économie iranienne, il y aura un soulèvement populaire. Et voilà, il continue, il persévère dans cette politique. Il avait fait ça par étapes, notamment en exemptant de l'embargo sur le pétrole un certain nombre de pays. Maintenant, il fait un nouveau pas en avant. C'est un pari extrêmement dangereux. Jusqu'ici, l'Iran tient. L'Iran respecte l'accord. L'Iran rappelle qu'il respecte l'accord. L'Iran répète qu'il ne se laissera pas pousser à la faute. Parce qu'effectivement, s'il se remettait à enrichir, etc., dans ce cas-là, automatiquement, les sanctions internationales reviendraient. Il l'encourage à devenir un pays normal. Ce n'est pas un pays normal. Non, et surtout, le problème, c'est que s'il y a un soulèvement, il n'est absolument pas dit que ce soit le démocrate qui en profite. C'est vrai. Ça peut être non peut-être pas les plus religieux, mais ça peut être aussi les plus nationalistes, ou notamment les gardiens de la Révolution, qui seraient les grands bénéficiaires d'un soulèvement populaire, surtout alors que le pays est affamé par les États-Unis. Grosso modo, la grande défaite des États-Unis dans la région, c'est quand même après avoir fait la guerre en 2003 à l'Irak, pour renverser le régime de Saddam Hussein, confier les clés quasiment de l'ensemble de la région, on parle du fameux croissant chiite, à l'Iran. C'est-à-dire le résultat de 1000 milliards de dollars dépensés en Irak
pour cette guerre de 2003, qui est une guerre catastrophique, c'est d'avoir confié les clés de l'Irak, qui est un des tout premiers producteurs de pétrole mondial, à l'Iran. Le résultat du soulèvement en Syrie, c'est d'avoir confié les clés de la Syrie en Iran. Je ne dis pas que les États-Unis sont responsables du soulèvement en Syrie. Je dis bien que dans les faits, il y a effectivement une extension du domaine de la lutte chiite et iranienne dans la région qui fait effectivement très peur aux puissances sunnites. Donc, si on veut ramener l'Iran à sa juste mesure du point de vue des États-Unis, on ne peut taper que sur une seule chose, c'est effectivement le pétrole. Pourquoi ? Parce que l'Iran, ça exporte du pétrole et des pistaches. Donc, si vous voulez un embargo sur les pistaches, enfin, si vous voulez être un peu efficace, il faut un embargo sur le pétrole. Alors maintenant, pourquoi est-ce que l'Iran tient ? Parce que l'Iran n'exporte pas que du pétrole et des pistaches, elle a aussi les deuxièmes réserves mondiales prouvées de gaz naturel qu'elle partage avec le Qatar. Tiens, le Qatar est un pays en ce moment sous embargo de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de l'Égypte, bref, des grandes puissances sunnites. Pourquoi ? Parce que ces fameuses réserves prouvées de gaz sont partagées avec le Qatar au milieu du détroit d'Ormuz et qu'il n'est pas très très compliqué en fait pour l'Iran de faire passer une partie de l'argent qu'elle pourrait gagner par le Qatar qui est en ce moment sous embargo. Donc donc elle tient parce qu'il n'y a pas que l'argent du pétrole, il y a aussi l'argent du gaz qui peut passer par le Qatar qui de toute façon est déjà sous embargo. Bref, l'Iran a les moyens probablement de tenir encore quelques années et ce qu'espère l'Iran grosso modo c'est que Trump ne soit pas réélu en 2020, ce qui est à mon avis un calcul très hasardeux. Et c'est à ce moment-là que les problèmes commenceront. Parce que s'il est réélu, pour l'Iran, tenir encore 4 ans serait quasiment impossible. Ce sera le début de la fin. Troisième thème de ce match, messieurs, c'est cette série d'attentats terroristes au Sri Lanka dont le bilan est absolument effroyable, dépassant les 320 morts, visant des chrétiens, des touristes étrangers, au moins 45 enfants et adolescents tués. Emmanuel Macron a dénoncé des actes ignobles ce matin. Écoutez. Chacun a le droit d'exercer sa foi sans peur et ces actes ignobles devront être punis. La coopération internationale contre le terrorisme exige la mobilisation de tous et elle sera d'ailleurs au cœur de nos priorités. Alors cet après-midi, le groupe État islamique a revendiqué l'attaque, soit plus de 48 heures après les attentats. Les autorités sri-lankaises, elles, parlent d'un groupe islamiste local qu'on a appelé le NTJ. Un chercheur sur l'Asie du Sud, Delon Madhavan, nous dit « On ne sait pas grand-chose du NTJ, c'est ça le problème. Ce qui est étonnant, c'est qu'un groupe qui ne serait qu'un petit groupuscule puisse réaliser un attentat de cette ampleur en ville organisée. » Comment voyez-vous cela, Marc Semo ? Un petit groupuscule capable d'une telle attaque ? C'est évident que ce groupe, si c'est lui, et c'est probablement lui, disons, le seul groupe radical, djihadiste local qu'il a fait, et c'est évident qu'il n'a pas pu le faire seul. On retrouve là, dans ces attentats monstrueux, la marque de Daesh. La marque de Daesh, et plus encore d'ailleurs, bizarrement, parce que ça évoque les grandes, entre guillemets, les grandes années d'Al-Qaïda, c'est-à-dire être capable de frapper simultanément autant de cibles avec un tel massacre. C'est du jamais vu depuis très très longtemps. Donc qu'est-ce que ça dit ? Ça veut dire quoi ? Que le danger terroriste Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État islamique est aux abois et il frappe là où il peut. C'est-à-dire, de tels attentats sont aujourd'hui, qui ont eu lieu. Il y avait eu Madrid à l'époque d'Al-Qaïda. Mais là, on est très loin du terrorisme low cost. Il y avait eu Istanbul, il y avait... Voilà. Aujourd'hui, c'est à peu près impossible à faire dans aucun des pays occidentaux. C'est impossible à faire même dans la plupart des pays arabes. Et ils ont utilisé cette situation très particulière du Sri Lanka, où il y avait à la fois effectivement un petit groupe local, où il y a eu des affrontements entre l'écrasante majorité bouddhiste et la petite minorité musulmane, comme terreau pour mener cette opération dans un pays qui ne vivait pas dans la hantise du terrorisme islamiste, parce qu'il n'y avait globalement aucune raison que le terrorisme islamiste agisse au Sri Lanka, pour avoir le maximum de résonance, d'où le fait d'avoir aussi choisi le jour de Pâques, d'avoir choisi ces hôtels où allaient les Occidentaux et les églises. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est l'idée que... Enfin, d'abord, l'État islamique a revendiqué cet attentat. Bon, d'abord, l'État islamique revendique des attentats par opportunisme depuis maintenant bien longtemps. Ce qui montre bien, comme vous le disiez d'ailleurs, qu'ils sont à... Oui, mais vu l'ampleur des attaques, c'est vrai qu'on est en droit de se demander si pour le coup, il n'a pas... Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'ils disent dans leur communiqué, ou certains disent que c'est en rétorsion au massacre de Christchurch, aux 50 personnes tuées par un fou d'extrême droite, de néo-nazi, en Nouvelle-Zélande. Ce qu'il montre bien aussi que leur univers était un univers de bataille, de guerre mondiale et de civilisation contre les civilisations. On est presque revenu, vous savez, au livre de Huntington, la guerre des civilisations. L'idée, c'est de frapper là où ils peuvent, vous avez raison de le souligner, mais de répondre en fait à...
une autre attaque à d'autres attaques des à milliers de l'extérieur, kilomètres. dans un endroit puisqu'on pensait absolument incroyable. Objectivement, qui aurait imaginé au moment de Christchurch qu'il pouvait y avoir en Nouvelle-Zélande, ce pays qui est le parangon même du progressisme et du vivre ensemble, un attentat aussi meurtrier qui ferait 50 morts dans 2 mosquées de cette ville qui n'est même pas la ville principale mais la ville secondaire de Nouvelle-Zélande. Et bien de la même façon, l'État islamique répond là où il peut d'une manière mondiale dans le ventre mou effectivement de l'islamisme international. C'est dans un pays où les musulmans représentent à peine 10% de la population, mais où il est capable de faire des dégâts maximum. Pourquoi ? Parce que le Sri Lanka est ce pays dans lequel les identités religieuses et nationales sont particulièrement heurtées. Il ne faut pas oublier que le Sri Lanka est le pays d'une guerre de 30 ans, quasiment, de 26 ans presque, qui s'est terminée, tenez, en 2009, il y a exactement 10 ans, quasi mois pour mois, non pas jour pour jour, mais mois pour mois, et qui a mis le pays à feu et à sang. Je rappelle qu'il y a eu quand même 100 000 morts sur des questions nationalisto-religieuses. D'un côté, vous aviez les Tamouls, hindouistes, qui réclamaient une partie du Sri Lanka, qui ne voulaient pas en fait participer de la majorité ou de la nationalité sri-lankaise, qui elle se définissait comme bouddhiste et singalaise. Et on a oublié donc, que dans cette espèce de camailleux d'affrontements religieux et nationalistes, il y avait aussi 10% de musulmans et 10% de chrétiens. Vous le saviez, vous, qu'il y avait une menace islamiste au Sri Lanka en quelques secondes ? Mais il n'y a pas une menace, il y a eu quelques émeutes contre des bouddhistes, la grande majorité bouddhiste contre des musulmans. Il y a eu 4-5 morts. Bon, donc potentiellement, on peut dire que c'est aussi dans cette zone que ce groupe... Mais même vous, spécialiste, ça vous a... Voilà, mais disons, la minorité musulmane au Sri Lanka était toute petite et globalement, on n'en parlait pas. Vous avez tout à fait raison. Moi, il m'a fallu intervenir dans les heures qui ont suivi cet attentat terrifiant. J'ai eu bien du mal à me figurer moi-même. Non pas, je savais suffisamment pour pouvoir le commenter, mais en tout cas, la présence d'un islamisme international et djihadiste international au Sri Lanka a surpris tout le monde beaucoup surpris, et beaucoup de spécialistes. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. L'émission continue avec notre grand débat. #OVPL pour réagir sur Twitter. On va maintenant s'arrêter sur la réforme de l'ISF. L'exécutif semble vouloir enterrer le débat. Il promet simplement une évaluation indépendante dans les mois à venir, mais ça ne suffit pas pour le Sénat qui a décidé de lancer sa propre enquête. Pas question de laisser seul un comité d'experts évaluer la pertinence de la mesure. Au passage, il s'affiche encore évidemment comme une force d'opposition à Emmanuel Macron. On en parle avec nos invités. D'abord, le point complet avec Samir Dechir. Depuis des semaines, le retour de l'impôt sur la fortune reste au cœur des revendications des Gilets jaunes. Hors de question pour Emmanuel Macron, mais l'exécutif a tout de même promis d'évaluer la réforme. En décembre dernier, le gouvernement annonce la création d'un comité composé d'experts et de personnalités qualifiées, dont un député et un sénateur. Mais le Sénat refuse de limiter sa mission de contrôle à la présence d'un seul élu dans un comité supervisé par le gouvernement. Les parlementaires, de notre point de vue, ne peuvent pas être noyés au milieu de comités d'experts et mis au bout du process devant le fait accompli quand vient le temps des conclusions. Manifestement sceptique sur l'indépendance du comité nommé par le gouvernement, la commission des finances du Sénat décide alors de lancer, en parallèle, sa propre évaluation de la suppression de l'ISF. À la manœuvre, Vincent Eblé et Albéric de Montgolfier. En tant que président et rapporteur de la commission des finances, ils sont autorisés à mener des auditions sur les réformes fiscales et ont déjà entendu 4 personnes sur celle de l'ISF. Ils ont également confié des études à des organismes spécialisés sélectionnés sur appel d'offres. Ils ont enfin demandé à Bercy, il y a 2 semaines, un accès aux bases de données fiscales. Une demande restée jusqu'ici sans réponse. En cas de refus, la loi les autorise à enquêter sur place et sur pièce. Et avec nous pour le grand débat d'OVPL ce soir, Jean-Marc Gabouty, bonsoir, sénateur RDSE de la Haute-Vienne, vice-président du Sénat, membre de la Commission des Finances. Agnès Verdier-Molinier, bonsoir, directrice de la Fondation IFRAP, auteur de En marche vers l'immobilisme. Dominique Plion, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste et porte-parole d'Attaque. Et Jean-Marc Sylvestre, bonsoir, éditorialiste économique. Merci à tous les 4 d'être ici. Jean-Marc Gabouty, enquêter sur l'effet de la suppression de l'ISF, c'était une promesse de l'exécutif, c'est encore une promesse d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, le Sénat a lancé sa propre enquête. Est-ce que ça vous semble pertinent, cette double enquête, indépendante de l'enquête déjà indépendante ?
C'est une enquête sans avant tout des auditions. Et je crois que plutôt que de faire les choses les unes derrière les autres, Assemblée nationale, Sénat, derrière une initiative de l'exécutif, si on prend un petit peu d'avance au niveau de la réflexion, ça ne peut être que constructif et positif. Agnès Verdier-Molinier, c'est votre avis aussi, ou ça prouve aussi une forme de manque de confiance dans le comité d'experts nommé par Matignon, cette deuxième enquête lancée par le Sénat, même s'il ne s'agit pas évidemment d'une commission d'enquête. Mais sur le principe, on ne peut pas être contre le pouvoir d'évaluation du Parlement. C'est son pouvoir le plus strict. Évaluer les politiques publiques, c'est l'article 24 de la Constitution. Il n'y a aucune question à se poser en la matière. La question, c'est est-ce qu'on a mis tout en œuvre pour pouvoir faire en sorte que cette baisse de la fiscalité sur le patrimoine aille finalement irriguer l'économie productive. Et c'est ce à quoi devra répondre l'évaluation. Je pense qu'on ne peut pas y répondre en 2 ans déjà, ça c'est compliqué. Et je pense qu'on n'a pas mis aussi en place... En 2 ans, vous dites, c'est mais trop court? Non, c'est trop court, c'est trop court. Et puis la fiscalité est extrêmement, incertaine en France, elle change tout le temps. Il y a une instabilité fiscale. Alors comment on évalue, comment on sait si l'ISF est une bonne ou mauvaise? C'est très compliqué parce qu'avant il y avait une mesure qui s'appelait l'ISF-PME qui drainait l'investissement vers le capital des TPE et PME. D'ailleurs, c'était la Fondation IFRAP qui avait été à l'origine de cette mesure. Ça permettait vraiment de faire en sorte d'investir en démarrage des entreprises pour qu'elles soient mieux capitalisées. C'est là qu'on a le plus de mal pour trouver justement des financements. Après, il aurait fallu le remplacer cet ISF-PME par un IR-PME, c'est-à-dire la même mesure sur l'impôt sur le revenu. Ça n'a pas été choisi, malheureusement. Il y a eu des petites modulations qui ont été faites au niveau de l'Assemblée nationale sur le taux d'incitation à investir dans les entreprises, mais tout ça est capé par le plafond global des niches à 10 000 €. C'est très dommage parce qu'il y aurait beaucoup plus de résultats probants sur cette baisse de la fiscalité du capital qui est tout à fait légitime. Et malheureusement, on s'est coupé les ailes finalement en ne voulant pas augmenter l'incitation d'une mesure sur l'impôt sur le revenu. Dominique Plion, comment on sait si l'ISF était un bon ou un mauvais impôt? Sur quels critères? Double évaluation en cours. Bon, déjà, l'idée qu'il y ait une autre évaluation n'est pas forcément une mauvaise idée, même si, je suis d'accord, là, le recul n'est pas encore très grand. Ce que je souhaite, c'est que ce ne soit pas uniquement centré sur l'ISF, mais sur l'ensemble des mesures fiscales, parce que tout est interdépendant et la France a des spécificités par rapport à d'autres pays étrangers. Donc, parce qu'on raisonne souvent en faisant des comparaisons internationales, en disant la France est défavorisée, la France comme ci, la France comme ça. Je pense qu'il faut regarder plus largement cette question de la fiscalité et de la place qu'avait l'ISF. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, j'espère que la commission, enfin l'enquête montrera qu'il y a des mécanismes plus compliqué ou plus simple que ce qu'on dit souvent dans le débat public. Et je crois qu'il faut faire la lumière sur la manière dont, en effet, une mesure comme celle-là peut ou ne peut pas affecter directement l'investissement. Pour ma part, je pense qu'on a exagéré très, très largement l'impact de la suppression de cet ISF sur l'investissement productif des entreprises, car en gros, dans un pays comme la France, l'essentiel des financements des entreprises passe par les crédits et beaucoup moins par les marchés, comparé par exemple à la Grande-Bretagne, comparé par exemple aux États-Unis, et que donc c'est une mesure qui est dont l'impact sera vraisemblablement, j'espère que ça sera démontré par les analyses, beaucoup plus faible que ce qu'on a dit. Alors justement, on a un début de réponse. L'argument principal de l'exécutif pour supprimer l'ISF, c'est la question des départs des grandes fortunes. Il faut que les riches arrêtent de partir, disait Édouard Philippe pour justifier la mesure. Mais les riches partaient-ils vraiment? On peut se poser la question quand on lit l'étude de l'OFCE de 2016. Je cite, « Le solde net lié aux entrées et sorties représente seulement 0,2% du nombre des contribuables assujettis à l'ISF. » Il y a pile un an, Bercy publiait un rapport sur le sujet. Jean-Marc Sylvestre, je vais vous laisser répondre. Sous l'ère Hollande, 2012-2015, marquée par une période de forte imposition, 15 000 contribuables se seraient expatriés. Ces exils auraient amputé de 200 millions d'euros l'ISF pendant cette période. D'où mes deux questions. L'ISF faisait-il vraiment fuir tant que cela? Et même s'il les faisait fuir, quand bien même, l'impact sur l'économie était-il si important? Jean-Marc Sylvestre. Je pense que sur le premier point, l'ISF ne faisait pas fuir en tant que tel les capitaux dans des proportions très importantes. En revanche, il participait à un climat anti-riche,
anti-entreprise, anti-innovation, qui faisait que, en fait, ça restait, ça stérilisait un peu cette épargne. Et puis, par la suite, il y a eu effectivement des mesures non pas d'amnistie, mais on a quand même beaucoup fait d'efforts pour rapatrier un certain nombre de capitaux. Alors, les chiffres dont vous parlez, ce sont des soldes d'entrée et de sortie. Et on a, notamment sous l'ère de Michel Sapin, c'est lui qui avait développé cette activité, fait un certain nombre d'amnisties. On a vu revenir quand même pas mal de fortunes qui s'étaient expatriées en Suisse ou en Belgique. Mais je voudrais revenir sur votre premier point. Je pense qu'il faut, je suis de l'avis d'Agnès, il faut vraiment attendre avant d'évaluer. Mais ceci dit, toute évaluation, toute méthode d'analyse aujourd'hui, elle est bonne à prendre parce qu'elle fait la pédagogie d'un système que l'ensemble de la population connaît pas bien. On fantasme sur l'ISF, comme on fantasme sur les riches, et on exagère un peu dans tous les sens. Ceci étant, il y a quand même des frémissements. On a quand même une remontée de l'investissement industriel en France, en provenance d'ailleurs de capitaux étrangers qui viennent de fonds d'investissement qui ont sans doute été nourris par de l'épargne française, parce que tout ça est interconnecté, et qui a repris. On a eu ce débat à propos des dons qui a été quand même assez cocasse parce que on reprochait d'abord aux chefs d'entreprise de ne pas payer d'impôts. Après, on a reproché aux entreprises de trop donner d'argent avec la niche fiscale. Et ensuite, vous avez toutes les associations en faveur du patrimoine qui se sont dit mais il faudrait peut-être rétablir l'ISF parce que ça nous permettrait d'avoir des niches fiscales. Donc on est en train de débattre pour savoir si on ne peut pas rétablir un impôt de façon à créer une niche fiscale. Pour pouvoir... Jean-Marc Gabouty, puis Dominique Pion. Je crois qu'il y a d'abord il y a un problème de principe. Doit-on taxer la richesse, le capital, ou doit-on taxer les plus-values ou les transmissions? Donc le débat, il ne faut pas le limiter simplement à la partie capital. Donc le capital, c'est le stock. Taxer le stock, je trouve que c'est pas génial. Taxer... C'est déjà un produit du travail. Refaire une répartition des flux, par contre. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'intéressement de participation, on pourrait pousser le système plus loin. Et à mon avis, ce serait plus équitable sur le plan social et plus efficace sur le plan économique. Ensuite, au niveau de l'ISF, si vous voulez, c'est un problème de climat. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur le temps de retour, on est en économie. Bon, vous le savez très bien. Et donc, on est sur des temps longs. Un investissement important dans l'industrie, moi-même chef d'entreprise, c'est quelque chose qui se prépare en 18 mois, 2 ans. Je veux dire que ce n'est pas quelque chose où le lendemain d'une décision, vous prenez la mesure en disant tiens, j'achète une chaîne à 3 millions d'euros d'un seul coup parce que les conditions sont plus favorables. Non, ça demande toute une préparation en amont et donc le retour est forcément plus long. Moi, je crois que l'ISF était pas une bonne chose, même si il avait des avantages avec l'ISF PME, effectivement, qui encourageait une orientation des fonds vers les PME. Mais je crois qu'il faut avoir une vision avec un petit peu plus de recul en disant est-ce qu'aujourd'hui, les capitaux que nous avons de disponibles ou qui seraient éventuellement disponibles, je voudrais rappeler que nous sommes le pays qui épargne le plus. Notre épargne, c'est 5200 milliards d'euros, qui est supérieur à la totalité de notre dette publique et privée. Donc mais est-ce que c'est bien orienté au niveau de l'activité économique et en particulier de l'activité industrielle? Sûrement pas. Donc on doit trouver les moyens de cette orientation. Je vais vous laisser poursuivre la discussion dans un instant. Je voudrais juste faire un petit rappel historique. La suppression de l'ISF, c'est un vieux débat qui agite l'opinion et la classe politique depuis plus de 40 ans. 1976, premier projet de l'impôt sur la fortune formalisé avec René Monory, ministre des Finances de droite. Et oui. 1982, le gouvernement de Pierre Mauroy met à l'œuvre la création d'un impôt sur les grandes fortunes. Et ça s'appellera l'IGF. Et c'est là que commence un peu le ping-pong droite-gauche sur le sujet. L'IGF est enterré dès que Jacques Chirac devient Premier ministre en 86. À l'époque, c'est d'ailleurs considéré déjà par l'opinion comme un cadeau fait aux riches. Chirac perd l'élection de 88. C'est d'ailleurs là aussi que naît l'idée d'une malédiction de l'ISF. 1988, le Premier ministre Michel Rocard annonce le retour de l'impôt sur les grandes fortunes, rebaptisé impôt de solidarité sur la fortune. C'était créé au départ pour financer le RMI. Écoutez. Le financement du revenu minimum d'insertion sera assuré pour partie par le... Pas une revanche contre les riches, Dominique Plion, à l'époque déjà. Alors, je crois que, comme je le disais tout à l'heure, il faut resituer cette question de l'ISF dans le contexte général, d'une part, de
système fiscal français et en comparaison internationale. Dans le cadre du système fiscal français, l'ISF était tout petit, hein, 1,8% des recettes fiscales. Et nous nous caractérisons, nous la France, par le fait que nous avons, en comparaison internationale, nous sommes un des pays où les impôts redistributifs sont les plus faibles, notamment l'impôt sur le revenu est plus faible sensiblement qu'en Grande-Bretagne, qu'aux États-Unis, qu'en Allemagne. 2 points de PIB de différence en moins. Vous faites déjà bondir Agnès Verdier-Molinier, qui ne va pas tarder à vous répondre. Nous avions un équilibre, c'est-à-dire un impôt sur le revenu redistributif qui était moins important chez nos voisins, mais un impôt sur le capital, en l'occurrence l'ISF. À partir du moment où on décide de supprimer l'ISF, on aggrave encore le caractère peu redistributif du système fiscal français. Et là, il y a un vrai problème. Et d'ailleurs, par rapport au mouvement social actuel, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment un sentiment qui est plus que diffus, qui est réel dans l'opinion publique, d'une injustice parce que l'impôt est de moins en moins redistributif. Nous avons des impôts... Édouard Philippe a lui-même parlé d'exaspération fiscale. Exactement. Hein. Nous avons des impôts proportionnels qui ont pris une place, c'est-à-dire non redistributifs, non progressifs, une place considérable, de prélèvements qui sont premièrement la TVA, 52% des ressources de l'État, et la CSG, qui pratiquement touche tous les contribuables, beaucoup plus que l'impôt sur le revenu, et qui pèse presque 2 fois plus que l'impôt sur le revenu. Donc il y a quelque chose qui est complètement déséquilibré. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il faudrait remettre à plat le système fiscal en fonction du critère d'efficacité, bien entendu, mais aussi en fonction du critère d'équité. C'est ce que disait exactement M. Michel Rocard. Et aujourd'hui, c'est à l'ordre du jour. Oui, les mots de Michel Rocard sont intéressants. Pas une revanche contre les riches, définition du meilleur équilibre entre solidarité et pertinence économique. Exactement. Ce qui n'a pas été dit à l'instant, c'est que la France est le pays le plus taxé. Et qu'on est plus taxé partout. Pas juste sur les impôts qui seraient la CSG ou la TVA. Partout, on est plus taxé. Sur le capital, sur le travail, sur les successions. D'ailleurs, vous avez évoqué un peu les successions. On est très taxé sur les successions. Donc on est le pays de l'OCDE qui paye le plus. 0,55 points de PIB. Il n'y a pas plus. Hein. Donc, à un moment, il faut peut-être se poser la question de pourquoi est-ce qu'on taxe autant, hein. Est-ce qu'on n'a pas un système qui est plus cher, trop cher, mal organisé, etc. Déséquilibré, le mot équilibre. Reviens, oui, mais là, à un moment, par rapport à l'époque de Michel Rocard, on est passé dans un système totalement déséquilibré. Et on est à 40 milliards de taxation avant la réforme de l'ISF, 40 milliards de plus de taxation sur le capital. Par rapport aux Allemands, chez les Français. Et quand vous regardez tous les autres pays de l'Union, vous vous rendez compte qu'on est devant tout le monde en termes de poids de la fiscalité du capital. Donc, à un moment, peut-être qu'on peut se poser la question de réduire cette fiscalité du capital pour ne pas désinciter à rester en France. Parce que contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure... Non, mais regardons les vrais chiffres. Les 10% qui déclarent le plus... Sur tous les impôts directs, hein, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune, la taxe foncière, la taxe d'habitation, la CSG et les impôts sur les successions, eh bien, ils payent 130 milliards sur 250 milliards de recettes qui pèsent sur les ménages. Ça veut dire qu'ils paient plus de 50% de la note totale. Donc, imaginez faire croire aux Français que ceux-là ne paieraient pas assez d'impôts, etc. Alors, certes, on leur enlève 4 milliards. Mais ils payent toujours 50% de la note. Hein. Donc, à un moment, ceux qui sont partis, on sait pourquoi ils sont partis. Pas parlé de la TVA. Ils ne sont pas partis que pour l'ISF, je vous l'accorde. Ils sont aussi partis pour des questions d'impôt sur les successions. Mais ça, on l'oublie. Où était Johnny Hallyday? Il n'était pas en France. Et pas pour des questions uniquement d'impôt sur la fortune. Où sont nos chanteurs? Où sont nos grands footballeurs? Et quand vous allez en Belgique ou en Suisse, et que vous rencontrez pas simplement des artistes, hein, pas simplement des sportifs, mais des entrepreneurs. Et que vous leur posez la question, mais quand allez-vous rentrer en France ? Malgré la suppression de l'ISF, la transformation en IFI, aucun ne lève la main. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette instabilité fiscale permanente et parce qu'on est en train de leur seriner à longueur de journaux, à longueur de médias. On va peut-être remettre cette petite musique. Hein. Il y en a un qui avait regretté de ne pas l'avoir fait pendant son mandat. Je vais citer Nicolas Sarkozy dans son livre « La France pour la vie » en janvier 2016. Voilà ce qu'il écrit. « J'aurais dû aller au bout de 2 sujets plutôt que de les contourner, les 35 heures et l'ISF. » Et on est en train de recommencer à contourner le problème de l'ISF et des 35 heures pendant ce quinquennat. C'est 173 milliards d'euros qui ont quitté la France depuis la création de l'impôt sur les grandes fortunes. 173 milliards d'euros. Et cette année, là, ça nous bouffe 45 milliards de PIB. C'est ce que nous avons calculé à la Fondation IFRAP. Et toutes les études reviennent sur ce même chiffre à peu près. Jean-Marc Sylvestre, on va laisser tourner la parole à Agnès Verdier-Molinier. Non, mais je pense que les chiffres que Agnès donne, la commission d'études et de réflexion du Sénat les retrouvera. Et on les a depuis déjà
pas mal de temps. C'est vrai que nous sommes à peu près taxés comme l'était la Suède dans les années 80. Quoi. Et on sait ce que la Suède est devenue compte tenu de cette surimposition. Tous les Suédois sont partis. Mais ce qu'il faut retenir, moi je retiens 2 ou 3 choses, parce que c'est surtout le manque de pédagogie, c'est surtout le manque de connaissance de la réalité que les gens ont à l'encontre de la fiscalité. Parce que la majorité des gens ne sont pas effectivement surtaxés. Vous avez une frange de 10 à 20% de la population qui sont des contribuables vraiment fortement contributifs. Bon, mais ce que je voudrais dire, c'est 2 choses. La première, c'est que ce que les gens voudraient, c'est savoir ce à quoi sert leur argent. C'est-à-dire que quand l'argent public est fléché, je pense qu'on a un consensus à l'impôt qui est beaucoup plus facile. Il y a un problème de fléchage. Bon, ça, je pense que c'est le premier point. Et le deuxième point serait d'expliquer ce qu'on essaie de faire, mais vous, au Sénat, vous pourriez peut-être le faire encore plus, c'est d'expliquer que lorsqu'on paie l'ISF, c'est effectivement l'État qui utilise cet argent pour le remettre dans le circuit économique. Lorsqu'on exonère le contribuable de cet ISF, il ne faut pas faire croire que le type, il va garder cet argent dans un placard, sous son matelas, et donc il va forcément l'investir ou le consommer quelque part. Et il ne va pas n'acheter que des tableaux, des pierres précieuses et manger dans des 4 étoiles tous les jours. Il va forcément le mettre, on le retrouvera dans l'économie. Et je crois que c'est le ruissellement. C'est le ruissellement que vous défendez. Non, je ne défends pas le ruissellement, je défends la responsabilité de l'investisseur à utiliser cet argent et non pas à le thésauriser. Parce qu'il ne le thésaurise pas, ça n'existe pas. Enfin, un peu, parce qu'on est quand même au niveau de l'épargne, on est quand même sur des volumes d'épargne. Il est plus performant que l'État ou l'administration pour le faire. Mais si vous voulez, je pense qu'on a besoin de plus de capitaux dans notre économie, et ceux qui de temps en temps sont exaspérés par le fait que telle entreprise soit reprise par un fonds de pension américain, saoudien, australien, etc., ou chinois, il faut leur dire, essayons d'être plus puissants sur le plan capitalistique en France pour pouvoir investir dans notre propre économie. Je crois que là, on a une contradiction dans les réactions qui est frappante. Pour vous répondre quand même sur la redistribution, l'impôt n'est peut-être pas suffisamment redistributif. Par contre, l'ensemble des prestations que nous avons, on est beaucoup plus redistributif. On est le pays le plus redistributif. Voilà, donc au total, si vous faites le mix des deux, on est quand même très redistributif en France. Alors sur le fléchage, sur cet aspect des choses, sur le fléchage, moi je ne suis pas partisan du fléchage, parce que on aboutit à des usines à gaz. Je suis rapporteur des amendes de police et des amendes de radar qui sont fléchées, si vous voulez. Le total qu'il y a est fléché en 10 directions. Comme impôt qu'on paye avec joie et bonheur, c'est pas le bon exemple. Il est fléché au désendettement, il est fléché au fonctionnement de l'entaille, il est fléché à des infrastructures routières, il est fléché pour le fonds qui investit dans les transports et dans le ferroviaire. Maintenant, il est fléché depuis la dernière décision d'Édouard Philippe sur les 80 km/h. On a fléché vers un organisme qui va prendre en charge, etc. Le fléchage en gestion budgétaire, forcément, on est obligé de le tourner, et c'est la vignette. C'est la vignette. Non, il faut pas flécher. Ça peut être le système américain qui est très très efficace pour financer le système de santé, les hôpitaux, la scolarité, les universités. Rapidement, je voudrais passer à la troisième partie. À laquelle je n'adhère pas du tout. Alors oui, chacun a ses chiffres. Évidemment, vous avez les vôtres, Madame Molinier, mais il y en a d'autres officiels en plus. Le nombre de tant mieux. Le nombre de cadres supérieurs, enfin d'expatriés fiscaux, d'expatriés tout court, c'est-à-dire qui vont des cadres français qui vont travailler à l'étranger, qui émargent à l'ISF. Quand on fait des enquêtes sur les raisons de leur expatriation, de très loin, c'est pour des raisons de mobilité professionnelle. La question de la fiscalité arrive en dernier rang. Deuxièmement, et c'est très important, et là je serai en opposition aussi avec ce qui vient d'être dit, c'est que en tant qu'économiste, quand on regarde les études sur les déterminants d'investissement, pourquoi il y a reprise de l'investissement par exemple, la question des capitaux et du financement vient en 3e ou 4e position. Les enquêtes de l'INSEE le montrent. Ce qui compte le plus, c'est la demande adressée aux entreprises, c'est les débouchés, et c'est ça qui compte le plus. Donc, quand on nous dit qu'on va supprimer un impôt comme l'ISF, qu'on va réinjecter des capitaux dans l'économie et que c'est ça qui va booster l'investissement, je pense que ça aura un impact marginal. Attendez, je vais vous laisser répondre. Tout à l'heure, la France est un des pays où
la bourse compte le moins pour le financement des investissements comparé à d'autres pays voisins. Nous avons un système financier très largement fondé sur le crédit bancaire. Et c'est le cas notamment pour les PME qui sont créatrices d'emplois et de richesses. Vous avez parlé de... Mais non, pas du tout, ça fait des années. Mais ça fait vous avez parlé de fléchage, de pédagogie. Peut-être ne faut-il voir l'ISF pas comme un simple impôt, mais comme un élément fondamental du consentement à l'impôt. Et je vais vous donner la parole dans un instant. Sa suppression est elle-même peut-être un déclencheur de la crise des Gilets jaunes. L'ancien ministre des Finances, Pierre Moscovici, l'évoquait, c'était au début du mouvement, en décembre dernier, souvenez-vous. Je pense que l'ISF n'était pas un impôt qui en soi était formidable, mais qui avait un mérite, c'est-à-dire qu'il assurait le consentement à l'impôt. Si vous êtes couche moyenne ou plus populaire ou moins favorisé, vous pouvez payer votre impôt si vous pensez que les plus riches le payent aussi. Agnès Verdier-Molinier, est-ce qu'il ne faut pas sortir des chiffres, des enquêtes, des statistiques pour voir dans l'ISF un symbole, un totem peut-être à tort, mais qui permet aux gens de payer leurs impôts avec ce consentement ? Alors, le consentement à l'impôt, traditionnellement, en France, il est très élevé. Mais dernièrement, les différents gouvernements, que ce soit celui de Nicolas Sarkozy en fin de quinquennat, qui a énormément augmenté l'impôt des Français, que ce soit celui de François Hollande, mais aussi celui d'Emmanuel Macron, il y a eu beaucoup de promesses de baisse d'impôts, mais en face, beaucoup de hausses d'impôts, par exemple. Donc pour vous, ce n'est pas lié à l'ISF ? Mais il y a eu énormément de communication sur la baisse de la taxe d'habitation et sur sa future suppression, mais beaucoup moins de communication. La transformation de l'ISF, pour vous, n'a pas été un déclencheur de fin de consentement. De communication sur la question de l'augmentation des taxes sur les carburants. Donc il y a eu toujours de la communication sur les baisses d'impôts et pas sur les hausses d'impôts. Donc à un moment, les Français se sont sentis floués. Ils ont eu l'impression qu'on baissait l'impôt de certains, mais pas d'eux, parce que finalement, d'un côté, ils avaient toujours 1 euro de baisse, mais qui était gagé par 1 euro de hausse. C'est ça le problème. C'est-à-dire que tous les Français attendent une baisse de l'impôt, qu'ils soient riches, moyennement riches, beaucoup moins. Et attendent peut-être que les plus riches en payent. Et non, ils attendent surtout que tout le monde en paye moins. Et le ras-le-bol fiscal, il est général. Imaginez que c'est juste une question de les riches payent, donc je peux payer. Je pense que c'est simpliste comme vision des choses. Et la question du fléchage, là, je ne vais pas être d'accord avec vous sur un sujet, c'est qu'elle ça doit pas être fléché par le budget. Le fléchage, ça doit être une incitation à investir pour le contribuable. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des Sofica, il y a du Malraux pour les monuments historiques. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas du vrai fléchage pour financer vraiment notre patrimoine entrepreneurial de demain qui sont nos futurs TPE et PME. Les anglo-saxons là-dessus sont bien meilleurs que nous parce qu'ils ont compris que s'ils incitent, notamment les Anglais, c'est jusqu'à 1 million de livres pour un couple qui est défiscalisé à 30%, eh bien ça incite énormément à investir dans les TPE, PME en capital parce que quand vous avez plus de capitaux au démarrage, eh bien vous créez beaucoup plus d'emplois, beaucoup plus rapidement. Toutes les études le montrent. Jean-Marc Abouti, non mais il faut un peu de fléchage. Non mais attendez, en dehors de cette question du fléchage, s'il vous plaît, la suppression de l'ISF comme peut-être la fin du consentement à l'impôt. Jean-Marc Abouti, sur cette question. Moi, je ne suis pas pour le rétablissement de l'ISF. Même si ça permettait aux contribuables les plus modestes de se dire après tous les plus riches payent, donc je suis d'accord pour payer. Non, il faut pas faire du yo-yo, si vous voulez, sur le sujet. Par contre, effectivement, dans la transition qu'il y a eu entre l'ISF et l'IFI, il y a des choses qui sont restées. Voilà, c'est-à-dire que dans ce qui est soi-disant orienté vers les entreprises, il y a quand même quelques zones d'ombre sur la traçabilité de certains fonds de placement. Je ne suis pas sûr qu'ils aillent tous dans l'économie française et tous dans nos entreprises industrielles ou tertiaires. Ensuite, vous pouvez amasser les lingots d'or, vous pouvez, je dirais, avoir 1 ou 2 yachts, etc. Tout ça ne rentre pas dans l'IFI. Donc il y a probablement un correctif à faire. D'ailleurs, il y a eu une taxation spécifique sur les yachts. Qui n'a rien rapporté. Vous savez pourquoi? Ça n'a parce que aucun les bateaux intérêt. Français n'étaient pas inscrits dans Voilà, l'administration française. Il doit y en avoir Plus un on ou deux. taxe, plus on fait baisser aussi à un moment, Là, ça on a s'appelle fait l'effet fuir. l'affaire. Il y a on fait probablement, baisser la recette. entre l'ISF et l'IFI, probablement un moyen terme je dirais, à trouver, mais pas le rétablissement de l'ISF, même si l'aspect PME avait un effet secondaire qui était relativement favorable pour les petites. Mais vous savez que Blablacar, Michel et Augustin, plein de très belles entreprises françaises, des gazelles qui vont devenir des licornes, ont été financées grâce à des mesures comme ça. Donc c'est ça qu'il faut faire sur l'impôt sur le revenu. Pour conclure. Je pense que la suppression de l'ISF a largement contribué au sentiment d'injustice fiscale qui s'est manifesté ces derniers mois. Et qu'un des objectifs que devraient avoir tous les citoyens et tous les responsables, c'est la question de la cohésion nationale, dont l'impôt est un des éléments majeurs. Donc là, vraiment,
la grave faute d'Emmanuel Macron en tout début de mandat, il paraît d'ailleurs lui-même qu'il ne souhaitait pas le faire au début du mandat, il l'a fait, eh bien c'est une erreur politique absolument considérable et qui est payée très cher aujourd'hui. Et certains parlent de péché originel, c'est la fin. C'est de ne pas avoir baissé la dépense publique pour pouvoir baisser vraiment l'impôt de tous les Français. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les quatre d'y avoir participé. On se retrouve demain en direct à 18h30 sur Public Sénat. Sachez que l'invité de Territoire d'Info demain, c'est Damien Abad, vice-président du parti LR. Bonne soirée, restez au cœur du débat.